Sous le tapis, le podcast sans tabou sur la santé mentale. Avec ce premier épisode, j'ai envie de te parler d'estime de soi. Car lorsqu'on n'est pas très bien dans ses baskets, on peut être sûr que ça vient toucher à l'estime de soi. Comprendre ce que c'est, comment et à quel moment elle se construit, est un premier pas vers un mieux-être. Autrement dit, c'est comprendre pour pouvoir agir. Dans ce podcast, je te fais part des connaissances que j'ai acquises à travers mes lectures, mes rencontres et ma psychothérapie. Et j'y mêle aussi un peu de mon histoire personnelle. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Adrien. C'est une belle histoire d'amour, il y a de la confiance, il y a de la joie. On a plaisir à partager nos états d'âme, échanger sur nos émotions, à parler des relations humaines. Et on se dit aussi quand il y a des choses qui bloquent entre nous, c'est pas fluide. C'est une relation que je qualifierais de simple. Ça faisait longtemps que j'avais pas une relation comme ça. Et pourtant, alors que tout allait bien, un jour, lors d'une conversation, Adrien me dit que plus jeune, il a été diagnostiqué HPI, pour haut potentiel intellectuel. Et j'ai pris peur. Alors que tout allait bien, c'est comme si ce mot agissait comme un déclencheur, faisait ressurgir tout un tas de souvenirs douloureux du passé. J'ai pris peur, en fait. J'ai eu peur d'être bête à ses yeux, d'être moins intelligente, de paraître insignifiante. Et je me suis rendu compte que cette blessure, cette peur-là était très ancienne. Et que j'avais, en réalité, une faible estime de moi. Qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est le jugement que l'on porte à son égard. C'est l'attitude plus ou moins favorable que l'on a vis-à-vis de soi-même. C'est un sujet qui est hyper important parce que ça touche justement à la santé mentale. L'estime de soi conditionne le rapport que l'on a vis-à-vis de soi-même et par conséquent le rapport aux autres. J'ai réalisé en fait en faisant une psychothérapie que mon estime de moi-même était faible et ça m'a permis d'interroger le pourquoi de cette fragilité. Je me suis dit mais pourquoi je suis si vulnérable, j'ai autant d'insécurité notamment dans les relations amoureuses. Et en faisant un petit travail d'enquête avec ma psychologue, eh bien je suis allée chercher dans des souvenirs, des événements du passé et je me suis rendu compte qu'il y a certaines croyances héritées du passé et de ma famille qui m'avaient profondément façonnée, qui avaient profondément façonné mon estime de moi et au point de dicter mon comportement. En fait, je me suis rappelé que, mine de rien, enfant, j'avais grandi dans une famille auprès d'un beau-père qui est condescendant, qui peut parfois prendre une posture de sachant pour affirmer que lui sait et que toi tu ne sais pas. En fait, il a le don de te faire sentir bête. J'ai grandi auprès de lui et je me rappelle alors que j'avais souvent peur de prendre la parole, d'affirmer mon point de vue, de partager mes idées, par peur justement de paraître bête. En fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça m'avait blessée,
J'avais intégré cette croyance qui dit « Je suis indigne d'intérêt, je ne suis pas très intelligent parce que je ne sais pas ». Et puis je me suis rappelé aussi que plus tard, à 17 ans, j'étais en relation amoureuse avec un jeune homme qui n'était pas très bien dans ses baskets et qui tenait souvent des propos misogynes. Et en fait, à l'époque, je savais bien que c'était une aberration d'affirmer que la femme, par essence, biologiquement, est inférieure à l'homme, elle est inférieure intellectuellement notamment. Je savais que c'était une aberration, mais pourtant, ces propos misogynes me blessaient. Et encore une fois, aux côtés de cette personne, j'avais souvent peur d'exprimer mes idées. Et puis, je me suis rappelé aussi que nous vivons dans une société profondément misogyne. Combien de fois j'ai eu peur du regard de l'autre et plus particulièrement du regard d'un homme. La peur de paraître stupide, chez moi, est très présente. Tout ce travail en psychothérapie m'a permis de conscientiser que j'ai un complexe d'infériorité intellectuelle. Ça, c'est très fort comme mot pour moi, mais ça a été aussi étrangement assez libérateur de le conscientiser. Parce qu'en fait, ça m'a permis de décrypter tout un tas de comportements que j'avais qui étaient handicapants. Concrètement, si je n'ai pas conscience que mon estime de moi-même est fragile et que j'ai ce complexe-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je continue de m'effacer dans certaines discussions, auprès de certaines personnes, par peur d'être mal jugée. J'autorise aussi l'autre à me couper la parole parce que je considère que ma parole n'est pas intéressante ou est moins intéressante que celle de l'autre. Je continue aussi de me foutre la pression dans ma relation amoureuse avec Adrien. Je continue de mettre sous le tapis mes idées, mes convictions auprès de lui par peur d'être jugée moins intelligente, alors même que ce qui nourrit notre relation, c'est ce partage d'idées, de visions, de projets. En gros, je continue d'avoir un comportement qui valide la croyance selon laquelle je suis indigne d'intérêt et je suis bête. Et il y a autre chose. Je me suis rendu compte que j'avais mis en place j'avais plutôt des mécanismes de compensation. Chez moi, concrètement, comment ça se matérialise ? J'ai été, et je le suis encore, à certains moments, je peux être perfectionniste. Pour moi, c'est une manière de me protéger. C'est comme si je construisais une petite carapace de protection. Je vise la perfection dans ce que j'entreprends, et notamment dans le cadre professionnel, parce que c'est une manière de dire je suis irréprochable. Personne ne peut venir juger mon travail. Sauf que le perfectionnisme, c'est aussi mettre de l'énergie dans des choses qui ne sont pas essentielles. C'est avoir une charge mentale très importante, c'est générer beaucoup de stress au quotidien, par peur d'être jugé. Et puis surtout, cette compensation ne me permet pas de démonter cette peur. J'ai toujours la peur d'être mal jugée. Je suis toujours en tension dans une forme d'hypervigilance vis-à-vis du regard de l'autre. Si je te raconte cette histoire, c'est pour simplement montrer à quel point avoir conscience de l'estime qu'on a à son égard est fondamental. Prendre conscience que l'estime de soi a des répercussions profondes sur la manière dont nous menons nos vies, sur notre comportement, sur notre bien-être, sur notre santé mentale.
Comment et quand se construit l'estime de soi ? C'est quelque chose de multifactoriel qui se construit dès l'enfance et tout au long de la vie. Et à travers mes lectures et mes échanges, j'ai appris qu'elle peut se construire de différentes manières. Et aujourd'hui, je t'en partage 3. La première est la suivante. L'estime de soi, concrètement, c'est l'évaluation de toutes tes compétences et de toutes tes réussites. Dit autrement, c'est répondre à des questions du type « Est-ce que je m'en sors dans la vie ? Est-ce que je suis capable de ? Est-ce que je suis fière de ce que j'entreprends ?» On voit bien qu'avec cette définition, l'estime de soi est intimement liée à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est considérer être capable de réaliser telle ou telle chose dans tel ou tel domaine, se sentir capable. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à la petite fille que j'ai été à l'école, pas très douée en mathématiques. Alors en soi, c'est pas un problème. On a des qualités, on a des défauts, on est plus ou moins doué dans tel ou tel domaine. Sauf que j'ai grandi dans une famille qui valorise beaucoup la pensée scientifique, la pensée rationnelle. Et nous vivons dans une société qui valorise énormément l'intelligence mathématique, la pensée rationnelle. Alors forcément, moi, petite fille, pas très douée en maths, je me dénigre. Et alors, lorsqu'un jour une prof a eu l'inélégance de me dire « Ah, mais tu as réussi cet exercice par toi-même, toute seule ?» Sous-entendu, c'est pas possible, t'es nulle en maths. Alors forcément, mon estime de moi, elle est pas au top. Alors même que j'ai une autre forme d'intelligence, je suis intelligente à un niveau, je dirais, émotionnel. Depuis très jeune, j'ai développé une empathie, j'ai une capacité à détecter à travers des non-dits les émotions ou les intentions de l'autre et à m'adapter, à faire attention aux mots que j'emploie pour mettre en confiance l'autre, pour qu'elle puisse s'ouvrir à moi, qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse apprendre de l'autre. Et cette capacité à mettre en confiance les gens, à s'adapter aux différentes situations et aux différents interlocuteurs, ça c'est de l'intelligence aussi. C'est une autre forme d'intelligence. Et aujourd'hui j'en suis fière parce que je sais que ça me permet de vivre sereinement tout un tas de situations et surtout de grandir, de conscientiser certaines choses vis-à-vis de moi-même. J'ai un plaisir inouï à questionner mes émotions, mes ressentis, à ce que ça dit de mon besoin, de mes insécurités. Si on m'avait dit tout ça à l'époque, que je suis intelligente, que j'ai une forme d'intelligence qui touche à l'intelligence émotionnelle, si on valorisait ça autant que l'intelligence logico-mathématique, par exemple, alors oui, mon estime de moi, franchement, elle serait bien meilleure. Au-delà de l'évaluation des compétences et des réussites, l'estime de soi se définit aussi en fonction du regard des autres sur toi-même. Le regard de l'autre peut façonner ton estime de toi. On comprend alors que des personnes qui ont été moquées, humiliées, qui ont subi des stéréotypes négatifs, ont une faible estime d'eux-mêmes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette amie qui a découvert, après des années d'errance médicale, à plus de 30 ans qu'elle avait un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité. Je repense à ce qu'elle me disait sur son enfance et ses difficultés à l'école.
parce que le cadre scolaire n'était pas adapté à son impulsivité et son hyperactivité cérébrale. En gros, elle était toujours de trop. Elle parlait trop, elle ressentait trop ses émotions. Et un jour, parce qu'elle parlait trop, le prof s'est levé et est allé lui coller un morceau de scotch sur la bouche, devant tout le monde. Devant tout le monde. Encore aujourd'hui, à 30 ans, mon amie a peur d'être de trop. Elle a peur de déranger. Elle a peur de prendre trop de place. Enfin, l'estime de soi dépend de notre position dans la hiérarchie sociale. C'est répondre à la question « Où est-ce que je me situe dans l'échelle sociale ?» Et ça dépend donc de ton référentiel. Est-ce que ton point de référence, c'est ta famille, quand on parle d'échelle sociale? Est-ce que c'est la société dans son ensemble? Je vais prendre un exemple personnel. Au sein de ma famille, il y a des personnes qui considèrent que réussir socialement, c'est être entrepreneur, diriger une entreprise. Et puis, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, le réseau professionnel, je vois beaucoup passer de publications sur l'entrepreneuriat. Et je ne compte plus le nombre de personnes qui, en tant qu'entrepreneurs, se glorifient d'avoir monté une entreprise en un laps de temps très court, avoir fait une levée de fonds remarquable, avoir développé un chiffre d'affaires, un très bon chiffre d'affaires en peu de temps. Bref, vous voyez tout le storytelling autour de l'entrepreneur rayonnant. On voit beaucoup moins, en tout cas moi c'est ce que je constate, je vois quand même beaucoup moins de personnes qui a le courage, l'humilité de parler aussi des difficultés, de toutes les galères qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, j'avais comme point de référence l'idée selon laquelle entrepreneuriat égale réussite sociale. Alors forcément, moi qui suis salariée, qui n'ai jamais monté d'entreprise, un jour je me suis dit que j'étais un peu qu'une merde, que j'avais pas réussi en fait. Qu'à 30 ans, j'avais rien fait de ma vie. Alors, en soi, si j'aspire vraiment à devenir entrepreneur, aussi dure soit cette pensée, elle est légitime. Il y a effectivement un décalage entre ce à quoi j'aspire, la personne que je rêve d'être, l'entrepreneuse que je rêve d'être, et la personne que je suis. Il y a un décalage, et ce décalage fait que mon estime de moi, à ce moment-là, elle est fragile. Sauf que, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, après mûre réflexion, j'ai pris conscience que j'avais pas envie d'être entrepreneur, que j'étais très bien là où j'étais, en tant que salarié. Donc, à partir du moment où je change de référentiel, je change de regard sur ma personne, et mon estime de moi n'est plus la même. Mon estime de moi est meilleure à ce moment-là. Je me décharge d'un poids, de cette croyance selon laquelle réussir socialement, c'est être entrepreneur. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur ? L'estime de soi est quelque chose de vivant qui dépend des croyances dont nous héritons, au sein de notre famille notamment. Et elle évolue au gré des événements et des rencontres qui jalonnent nos vies. S'intéresser à l'estime de soi est un voyage passionnant, parce que justement ça vient questionner notre héritage familial et aussi ce à quoi nous sommes confrontés au sein de notre société. Avec tout ce travail de recherche que j'ai fait sur le sujet, j'ai pris conscience qu'il est difficile d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une estime de soi saine, vu la société dans laquelle nous évoluons. Et ça,
J'en parle dans un prochain épisode. Sous le tapis est un podcast produit et animé par Margot Damin. À la guitare, mais aussi en accompagnement artistique, Adrien Cortoun. Ce podcast est coproduit par les Philanthropes et c'est aussi un travail entièrement bénévole. Alors le meilleur moyen de le soutenir est de suivre le compte Sous le tapis sur TikTok ou encore de partager cet épisode à l'un de tes proches. Prends soin de toi.